Sciences Po. Bonsoir à tous. Donc bienvenue à Sciences Po pour cette conférence organisée par l'association des alumni de Sciences Po. Ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir François Perret parmi nous. Donc je vais d'abord vous faire peut-être une petite présentation de François. Ensuite, je vais me permettre de commencer moi par vous poser 2 ou 3 questions qui me semblent essentielles pour poser les bases de la discussion de ce soir. Et puis après, évidemment, un micro circulera dans l'amphithéâtre pour que vous puissiez poser vos questions. Et à la toute fin de notre conférence, il y aura également une séance de dédicace du dernier livre de François Perret, sur lequel je vais revenir très rapidement dans la biographie, mais aussi dans les questions. Donc François Perret, bonsoir. Pour vous rapidement vous décrire, donc vous êtes un ancien de notre maison, Sciences Po. Vous avez eu aussi la chance de passer par l'ENA et vous avez fait une grande partie de votre carrière à Bercy, d'abord en tant que haut fonctionnaire et ensuite aussi, si je ne me trompe pas, en tant que conseiller ministériel. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général d'une entreprise qui se dénomme Pacte PME, mais le plus important ce soir, c'est la responsabilité que vous a confiée le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, depuis, si je ne me trompe pas, 2019, donc ambassadeur des dispositifs de partage de la valeur, qui vous donne comme rôle de sensibiliser les acteurs de notre vie économique à tous les dispositifs de partage de la valeur sur lesquels on va revenir ce soir. Et vous êtes également donc l'auteur d'un livre paru en octobre dernier. Donc non, je ne vais pas dire de bêtises, le salaire, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Donc, pour vous rappeler, une séance de dédicace aura lieu en fin de conférence. Donc, je vais tout de suite commencer par la première question, qui n'est pas des moindres. C'est une question assez ouverte, finalement, sur ce terme qu'on entend de plus en plus dans le débat public aujourd'hui, et notamment dans les médias, de partage de la valeur. Ce terme-là, on commence à le connaître de plus en plus, on le lit de plus en plus, on l'entend de plus en plus, puisqu'il y a eu récemment une négociation entre les partenaires sociaux que vous allez nous expliquer, et peut-être probablement un projet de loi qui va être proposé à l'Assemblée nationale. Donc, première question toute bête, derrière ce terme très générique de partage de la valeur, de quoi parle-t-on exactement et pourquoi en parle-t-on autant depuis quelques mois, voire même depuis quelques années ? Merci Guillaume, bonsoir à tous. Je suis particulièrement ravi de retrouver effectivement la maison Sciences Po qui est chère à mon cœur. Je l'ai quittée au XXe siècle, hein, donc il y a eu quelques changements et notamment l'ouverture de ce magnifique campus 1 Saint-Thomas qui nous accueille aujourd'hui. Et je suis ravi aussi de m'exprimer sur un sujet qui n'a peut-être pas encore le vernis de celui des retraites, mais qui pèse quand même dans le débat public, beaucoup plus en tout cas que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors je résiste, à vrai dire, pas vraiment à la tentation d'évoquer Simone Veil avec vous pour introduire ce propos, puisque c'est elle finalement qui est l'hôte de ces lieux et de cet amphithéâtre. Et il y a déjà quelques années, Simone Veil déclarait « Aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble ». Et je crois que c'est important, avant d'élucider ce mystère du partage de la valeur, de revenir sur la notion de partage elle-même, simplement pour rappeler que, évidemment, dès lors qu'on parle de partage, on parle de lien social. Au fond, on réfléchit sur ce qui nous unit au sein de la société. Et je dois dire, même si ça fait quelques décennies que j'ai des souvenirs assez heureux de discussions, notamment en histoire des idées politiques, autour de Ernest Renan. Qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce qui réunit une nation ? C'est quoi les valeurs constitutives d'une nation, fût-elle de Coulanges et tous ces historiens qui nous ont fait réfléchir sur ce sentiment d'appartenance. Et cette question du sentiment d'appartenance de notre société, je dois dire, elle a été posée il y a effectivement déjà très longtemps, en tout cas depuis le 19e de façon extrêmement claire, même s'il y a eu aussi Rousseau et d'autres au 18e qui sont passés par là. Mais dans l'entreprise, il s'agit d'une réflexion finalement beaucoup plus récente. Et j'en veux pour preuve que lorsque on interrogeait il y a une quarantaine d'années l'économiste américain monétariste Milton Friedman et qu'on lui demandait
c'est quoi la vocation sociale de l'entreprise pour vous? Eh bien, à cette époque, il osait répondre, la vocation sociale de l'entreprise, c'est de dégager des profits. Point, à la ligne, circuler, il n'y a rien à voir. Vous imaginez bien que 40 ou 50 ans plus tard, on ne pourrait pas se contenter de cette réponse et que, en réalité, se pose derrière la question des créations de richesses la manière dont les entreprises vont les distribuer et en faire profiter notre société. Et je crois que c'est au fond ça, pour le dire de façon la plus simple possible, ce qu'est le partage de la valeur. On peut parler d'ailleurs de partage des richesses ou de partage des profits. C'est la question qui est posée de savoir comment est-ce que, à partir d'une valeur ajoutée créée par l'entreprise dans un processus de production, on va pouvoir réutiliser cette valeur au profit d'un côté du travail, donc de la rémunération des salariés, et de l'autre du capital pour récompenser et valoriser évidemment la prise de risque de l'actionnaire. Alors, c'est sans doute pas un hasard que ce débat sur le partage de la valeur prenne son essor aujourd'hui. Et en même temps, à la faveur d'un contexte qui ne nous aide pas forcément à y voir forcément toujours très clair et à y apporter des réponses, je dirais, objectives, est sorti d'un contexte un tout petit peu passionnel. J'y reviendrai. En fait, ce débat sur le partage de la valeur, il intervient dans un contexte marqué par d'abord l'inflation des prix de l'énergie, l'inflation des prix alimentaires. Et évidemment, dans ce contexte inflationniste, chacun se pose la question de savoir si les salaires des Français les mettent à l'abri contre le risque d'érosion du pouvoir d'achat causée par la hausse générale des prix. Donc c'est bien dans un contexte quand même très défensif qu'on parle du partage de la valeur dans notre pays. Ça, c'est un premier point. Et du coup, on parle un peu du partage de la valeur de façon un peu défensive et en évoquant finalement nos peurs, nos craintes. J'en veux pour preuve le deuxième terme qui est associé à ce débat sur le partage de la valeur, qui est la notion de super-profit. Quand on parle de super-profit, sans que chacun ait pris la précaution forcément de définir de quoi il s'agissait, parce que là, l'affaire se complique nettement quand on cherche à le faire, on pourra y revenir. Dès qu'on parle de super-profit, on pense tout de suite à un autre mot qui lui est corrélé, c'est le mot de profiteur. Profiteur de guerre, rappelez-vous de ce qu'on a dit des gens pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, des gens qui profitent d'un contexte particulier, qui est celui de la crise énergétique, pour faire des super profits, par exemple, dans le cadre pétrolier ou gazier. Donc évidemment, la notion de partage de la valeur se situe dans un contexte de méfiance, de défiance même, à l'égard du système capitaliste et de ceux qui le font vivre, c'est-à-dire les entreprises qui créent de la valeur. Il y a un autre terme qui est apparu aussi et qui a semé un peu le trouble et qui ne nous a pas aidé à mettre de la clarté dans le débat sur le partage de la valeur, c'est la notion de dividende salarié. Alors en même temps, derrière l'oxymore formidable que représente la notion de dividende salarié, c'est-à-dire un terme qui provient du monde du capital et un autre qui provient du monde du travail, se cache pourtant évidemment, j'allais dire, une ambition assez noble qui est de veiller à ce que la rémunération du capital et la rémunération du travail avancent de manière suffisamment corrélée pour que ni le capital ni le travail ne se retournent l'un vers l'autre en disant qu'ils sont finalement pénalisés. Mais donc c'est intéressant déjà de noter le contexte dans lequel finalement on parle de partage de la valeur. Moi je suis persuadé depuis quelques mois que le partage de la valeur est en train de devenir un peu une nouvelle passion française. Une nouvelle passion française qui émerge encore une fois dans un environnement marqué par un certain nombre de peurs, je le disais, mais aussi d'exaspération, notamment d'exaspération sur le plan social, d'angoisse plus ou moins légitime, et aussi parfois, et je terminerai évidemment sur cet aspect positif, qui peut être aussi un peu le miroir de quelques-uns de nos espoirs à l'égard en particulier de l'avenir de l'entreprise. Mais il y a quand même beaucoup de peur. Peur de la mondialisation. Et c'est vrai que la mondialisation est de plus en plus associée ou regardée comme un élément qui, loin de réduire les inégalités, les a au contraire creusées. Vous voyez chaque année apparaître des rapports sur les inégalités mondiales.
Et c'est vrai que si on prend les derniers rapports, on voit que, j'allais dire, à la défaveur de la crise sanitaire, on voit que les inégalités mondiales se sont renforcées et que les 10% de plus hauts revenus dans le monde touchent 25 fois le niveau de revenus de ceux que touchent les 50% de revenus les plus bas. Donc évidemment, ça fait réfléchir. On se dit, on crée des richesses dans le monde, mais visiblement, on n'arrive pas bien à les répartir. Donc il y a la peur de la mondialisation et du creusement des inégalités. Il y a, au niveau même national, une certaine peur du déclassement. Combien sommes-nous de parents ou de futurs parents à craindre pour l'avenir de nos enfants, la peur que ce qu'on a su, nous, construire dans nos générations, nos enfants, malgré peut-être des niveaux de qualification au moins aussi élevés que ceux qu'on aura reçus, ne parviennent pas à s'insérer durablement sur le marché du travail, à progresser. Vous avez même des cadres aujourd'hui, quand on les interroge, et j'ai lu ça notamment dans le livre très intéressant de Pierre Rosanvallon, qui s'appelle Les épreuves de la vie, vous avez des cadres qui craignent non seulement de perdre leur emploi, mais de se retrouver demain à la rue. Et il y a évidemment un contraste parfois entre ces peurs, cette perception du réel et la réalité. Parce qu'au fond, la réalité, si on prend les chiffres du chômage, par exemple, cette réalité, elle est plutôt pas trop défavorable, puisqu'on arrive pour la première fois à être sur un trend de décroissance du chômage depuis quand même extrêmement longtemps. Le troisième point, c'est que, évidemment, le partage de la valeur, il apparaît aussi à un moment où émerge un contre-modèle productif, finalement, qui devient, je ne dirais pas dominant, mais en tout cas sérieusement apparent dans le débat et qui est relayé par un certain nombre de forces politiques et économiques assez importantes, notamment autour de ces logiques de décroissance, et de se dire qu'au fond, peut-être qu'on arrivera seulement à renverser la table, par exemple, sur la question climatique, qu'au prix non seulement d'un ralentissement de la croissance, mais même d'une logique de baisse de la production. Donc on voit bien que, évidemment, ça fait écho à la question du partage de la valeur, puisque du coup, on met en dominante non plus la création de richesse, mais la manière dont on va répartir cette richesse qui elle-même va se réduire dans sa création, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir derrière. Mais moi, je veux terminer sur un point positif sur cette question de pourquoi émerge le débat sur le partage de la valeur. L'espoir que j'ai, c'est que ce débat sur le partage de la valeur, finalement, il traduise aussi de notre volonté de s'engager vers un nouveau modèle d'entreprise. Un nouveau modèle d'entreprise à la fois plus performant, toujours sur le plan économique et commercial, mais qui puisse en effet être plus vertueux dans la manière de fonctionner et de se comporter finalement au quotidien. Et c'est toute la question de l'association des salariés aux résultats de l'entreprise, dans lesquels on retrouve notamment les dimensions d'intéressement, de participation, de partage de la valeur. C'est la question de l'association des salariés au capital, et donc c'est toutes les questions importantes autour du développement de l'actionnariat salarié. Et puis c'est aussi la question de l'association des salariés à la décision à travers la représentation des collaborateurs dans les conseils d'administration d'entreprise. Et moi, je vois évidemment là, dans cette transformation, une évolution évidemment extrêmement favorable vers une logique, je dirais, de co-construction, ou comme le disent les Allemands, de co-gestion de l'entreprise. On co-gère mieux à l'intérieur de l'entreprise et on co-gère également en prenant en compte ses parties prenantes. On travaille avec ses clients et on travaille avec ses fournisseurs, je le sais bien, en tant que directeur général de Pacte PME. Donc, ce débat en fait sur le partage de la valeur, dont on va évidemment reparler, je vous poserai tout à l'heure peut-être des éléments de diagnostic et j'espère quelques pistes de solutions, mais il faut savoir qu'il arrive quand même, malgré son côté passionnel, à être institutionnalisé. Et ça aussi, c'est nouveau. Vous parliez, Guillaume, dans votre introduction, vous faisiez référence à l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Le 8 novembre dernier, le gouvernement, effectivement, le ministre du Travail, a demandé effectivement aux partenaires sociaux de se réunir et d'imaginer des nouveaux dispositifs de partage de la valeur, de manière en particulier à s'assurer qu'il couvre mieux l'intégralité des entreprises. Parce que le problème du partage de la valeur, c'est que globalement, ça parle bien quand on est dans une grande entreprise où les dispositifs d'intéressement, de participation sont extrêmement répandus. Mais quand vous descendez en dessous de 250 et a fortiori en dessous de 50 salariés, les gens se disent « Oulala, c'est quoi cette histoire ? Ça a l'air quand même bien compliqué. Est-ce que je peux m'en occuper ?» Et donc tout l'objet
et toute la valeur ajoutée, sans jeu de mots, de l'accord national interprofessionnel qui a été co-signé par les organisations patronales et 4 syndicats au cours des derniers jours, c'est justement de faire émerger un objectif de déploiement généralisé de ces dimensions d'épargne salariale dans les entreprises, y compris celles entre 11 et 49 salariés. Parce que jusqu'à présent, sans rentrer dans le détail et être trop technique, vous savez que la participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc il y a un accord national interprofessionnel, et puis il y a la volonté du gouvernement et de la Première ministre qui l'a annoncé, à la fois de reprendre les conclusions de cet accord, mais d'aller beaucoup plus loin à travers un processus législatif. Depuis quelques jours, on y voit un petit peu plus clair, et on s'attend à ce que ce soit un projet de loi plein emploi. Vous savez que le gouvernement tient beaucoup à mettre le cap sur la notion de plein emploi d'ici 2027, et à l'intérieur de cette loi plein emploi, qui sera un peu fourre-tout, comme l'était la loi Pacte en 2019, eh bien, il y aura un chapitre partage de la valeur. Et je crois que l'ambition du gouvernement, c'est d'aller encore plus loin, effectivement, en termes de généralisation des dispositifs, que ce que prévoit l'actuel accord national interprofessionnel. À vrai dire, le partage de la valeur, c'est une vieille histoire dont je ne vais pas faire avec vous la généalogie dans le détail, parce que ça nous conduirait beaucoup plus tard que 21h, mais qui, disons pour être simple, remonte au général de Gaulle, avec les fameuses ordonnances de 1967 sur la participation, mais avec, du coup, j'allais dire, une certaine intermittence dans la volonté de porter ce débat au cours de la Ve République. Il y a eu le général de Gaulle, puis il y a eu un gros trou, puis il y a eu Nicolas Sarkozy qui, en 2008, a remis le sujet en débat, notamment au moment de la commission Attali, et s'est dit, tiens, le travail doit payer mieux, on sait la devise du président Nicolas Sarkozy, et lui avait imaginé à l'époque une règle des 3 tiers en disant comment est-ce qu'on va mieux répartir la valeur. C'est très simple, on va mettre un tiers du résultat chez les salariés, un tiers du résultat sous forme de dividendes et un tiers de résultat dans l'entreprise pour qu'elle puisse réinvestir. Sauf qu'il faut bien reconnaître quand même que 14 ou 15 ans après, c'est une vue quand même un peu simpliste parce qu'elle aboutirait d'ailleurs à déterminer des règles d'en haut, et c'est vrai que c'est très français, et de demander à l'État de gérer la distribution de la valeur au sein des entreprises. Donc on voit bien qu'au contraire, il faut être dans une dimension très décentralisée pour prendre des décisions opportunes en matière de partage de la valeur, et que ces décisions ne peuvent être opportunes que si elles tiennent compte du contexte stratégique dans lequel se situe l'entreprise. Donc à chaque entreprise, sa règle de partage de la valeur, et en intégrant évidemment le contexte macroéconomique. Alors, pour terminer de répondre à votre première question, Guillaume, je voudrais dire qu'au fond, le débat, il est mal posé. C'est normal, puisqu'il est posé dans un contexte éminemment passionnel, et qu'au fond, on ne va jamais jusqu'à poser la question dans la question. C'est-à-dire, quels sont les enjeux qui sont associés à une distribution en termes de partage de la valeur. Et moi, je crois que ces enjeux, ils sont précisément au confluent de ce qu'on pourrait appeler la justice sociale, d'un côté, et l'efficacité économique de l'autre. Et donc, si on devait formuler une phrase qui permet de bien situer la problématique, elle pourrait prendre la forme suivante. Quelle part de la valeur ajoutée devrait-on allouer au travail pour que, à la fois, les salariés puissent avoir des conditions de vie, je dirais, décentes, voire un petit peu au-delà si on peut, et en même temps, pour que cette valeur permettent d'atteindre un certain niveau d'efficacité économique. En fait, c'est ça la question. C'est celle de l'équilibre à trouver entre l'objectif social et l'objectif économique. En réalité, on voit bien qu'il n'y a pas de réponse scientifique à la question qui est posée. C'est au contraire un parti pris, je dirais, extrêmement à la fois philosophique et opérationnel. Tout dépend de là où on met le curseur de ce qu'est la justice sociale, et tout dépend là où on met le curseur de ce que serait l'efficacité économique qu'on cherche à atteindre. Et en réalité, le débat est encore un peu plus compliqué. Je l'ai simplifié en vous disant il y a le capital et il y a le travail de l'autre. Mais il y a quand même un certain nombre d'observateurs qui font remarquer que pour partager la valeur, il faut bien avoir en tête qu'il y a en réalité 4 parts principales. Il y a évidemment la part qui revient aux dividendes, à l'actionnaire. Il y a la part qui revient au travail, mais oui, mais il y a aussi la part qui revient à l'État.
et qui revient à notre modèle social, puisque vous savez qu'il y a quand même aussi les impôts de production, il y a les cotisations, et donc tout ça va aussi dans la poche de l'État et diminue d'autant ce qui peut être versé par ailleurs aux actionnaires et aux salariés. Et puis il y a la part entreprise qu'il ne faut évidemment pas négliger dans une logique de réinvestissement. Alors pour terminer, de répondre à votre question, et vous voyez qu'en réalité on pourrait évidemment poser le débat pendant plusieurs heures sur le sujet, mais au fond ce que je veux dire c'est que le partage de la valeur, c'est une question éminemment politique. C'est une question éminemment politique et je trouve que quelqu'un l'a dit mieux que moi, et je pense à une économiste britannique post-keynésienne qui s'appelle Joanne Robinson et qui disait au fond le partage des profits, elle veut dire le partage de la valeur, le partage des profits est bien plus important que le taux de profit. Le partage des profits est quelque chose qui existe dans la réalité et affecte la vie des gens, alors que le taux de profit est un simple exercice de calcul mental. Voilà. Donc, en réalité, calculer le taux de profit, c'est relativement simple. Répartir ce profit et le faire en trouvant l'équilibre le plus efficace et le plus juste possible entre la dimension sociale et la dimension économique de la répartition, il faut reconnaître que ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que ce soir, on est là pour en parler. Alors du coup, merci beaucoup François, mais sur ces dispositifs, aujourd'hui, vous nous avez un petit peu évoqué l'histoire et la généalogie un petit peu du partage de la valeur de cette notion. Aujourd'hui, en 2023, quel bilan on peut dresser de ces différents dispositifs de partage de la valeur, notamment au regard de ce qui peut se faire chez nos voisins les plus proches, en Allemagne, en Espagne, ou un peu plus éloignés comme aux États-Unis, où apparemment des dispositifs comme celui de l'actionnaire salarié, par exemple, se développent de plus en plus chez certaines catégories d'entreprises. Quel bilan, je sais que c'est une question extrêmement large, mais quel bilan on pourrait faire aujourd'hui de est-ce que ces dispositifs sont satisfaisants ou non, mais sans déborder sur ma dernière question qui évidemment sera davantage sur ce qu'on pourrait faire à moyen terme. Alors, pour prétendre dresser un bilan du partage de la valeur en France, il faut réussir, avant d'ailleurs de reparler des dispositifs, peut-être dans votre troisième question tout à l'heure, il s'agit quand même d'arriver à échapper à la caricature. Et je dois dire que si on googleise le sujet du partage de la valeur, on tombe plus rapidement dans la caricature que dans l'objectivation du sujet. Je vais vous donner deux exemples de caricatures qui vont évidemment ne pas être agréables à entendre pour ceux qui auraient une conviction trop tranchée sur le sujet teintée d'idéologie. Mais enfin, d'un côté, on a une caricature néolibérale qui vous dit circuler, il n'y a rien à voir. Alors, je prends un exemple à travers le titre que j'ai trouvé d'un article de l'IFRAP. l'IFRAP, institut effectivement indépendant, mais enfin quand même très très engagé sur le plan libéral, avec un article du 5 décembre 2022 qui dit « Dividendes salariés, 2 points, la France déjà exemplaire avec 67% de la valeur ajoutée pour les salaires ». Donc finalement, pourquoi poser la question du débat sur le partage de la valeur, puisqu'on nous explique qu'il n'y a pas de débat, puisque les salariés sont extrêmement bien traités dans notre pays. Refermons le débat. Et dans l'autre sens, évidemment toujours dans la caricature, vous avez un article qui est publié sur le site de Mediapart, le blog en date du 6 mars 2022, d'un certain Sylvain Billot, qui se présente comme un économiste, quelqu'un qui a évidemment étudié la question, et qui vous explique, lui, dans son titre, « Partage de la valeur ajoutée, 2 points, il est temps de faire les poches du grand patronat ». Vous voyez bien que si évidemment on va plus loin dans la lecture de ces deux articles, on ne va pas pouvoir progresser de façon satisfaisante. Donc du coup, il faut essayer de prendre un peu de recul, essayer de croiser aussi les sources, faire sans doute appel à ce qui est le plus objectif, c'est-à-dire des articles notamment qui ont été publiés au cours des dernières années, notamment de l'économiste Gilles Berset, et qui explique à quel point calculer le partage de la valeur est tributaire de beaucoup de paramètres, dont notamment l'époque à partir duquel on se situe, pour dire il y a eu ou pas déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment ou au profit du salarié, la question du revenu résidentiel immobilier, la question de la prise en compte ou pas du revenu des indépendants, je vous en passe, c'est des meilleurs. En réalité, il faut être super béton, et si on n'est pas diplômé de l'IX et des mines, ce que je ne suis pas, c'est évidemment difficile de prétendre
pouvoir apporter une réponse scientifique. Mais néanmoins, quand même, quand on recoupe les données, on s'aperçoit de façon objective des tendances suivantes. Pour moi, il y a 3 grandes périodes qui permettent de qualifier l'évolution du partage de la valeur ajoutée depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a une période que j'appellerais l'âge d'or des salariés. L'âge d'or des salariés, en fait, c'est globalement une période qui va du début des années 1950 au début des années 1980. Pendant cette période, qu'est-ce qui se passe ? Globalement, il y a des gains de productivité très importants. Il y a une croissance extrêmement forte. C'est grosso modo les fameuses 30 glorieuses. Dans cette période, il y a une excellente réflexion de ceux qui nous dirigent sur justement le régime de croissance, de manière à ce que tout le monde ait intérêt à s'inscrire dans une logique de croissance de la production. C'est un peu l'époque fordiste. Et d'ailleurs, quand vous lisez la biographie de Henry Ford, vous apercevez qu'il a des convictions extraordinairement fortes sur la place du salaire comme un instrument de motivation très très fort au sein de l'entreprise et de performance économique. Qu'est-ce qui se passe dans cette période ? Donc les salaires réels, c'est-à-dire une fois pris en compte l'inflation, augmentent plus vite que les gains de productivité. Et ces gains de productivité n'en finissent pas d'augmenter jusqu'à la fin des années 70 et les 2 chocs pétroliers. Et dans cette période, on passe d'une rémunération du travail par rapport à la valeur ajoutée qui est de 69% entre les années 50 et les années 70 et qui atteint même un pic de 74% au début des années 80. Donc vous voyez, 74% de la valeur ajoutée qui est dédiée à la rémunération du travail, je trouve que là, effectivement, on peut parler d'une déformation du partage de la valeur ajoutée au profit des salariés. Mais attention, évidemment, très vite, c'est la fin du rêve. Et avec le début des années 80, on va entrer dans une ère, je dirais, d'austérité salariale, où j'ai voulu la qualifier autrement de désillusion salariale, avec un tournant néolibéral extrêmement prononcé, avec une date clé, 1983. Alors, ça peut paraître étonnant, évidemment, parce qu'on est quand même dans le premier septennat d'un homme de gauche, François Mitterrand, qui a quand même été élu sur une coalition socialo-communiste. C'est en 1983, rappelez-vous, qu'apparaît, pour ceux qui étaient déjà là, ou pour ceux qui l'ont lu, pour les plus jeunes d'entre vous, dans les livres d'histoire, apparaît le tournant de la rigueur. En gros, la France ne peut plus s'isoler sur la scène internationale et serait trop pénalisée en termes de compétitivité si elle continuait de pratiquer, j'allais dire, une générosité salariale que ne pourrait pas supporter son économie. 1983, c'est la fin de l'indexation des salaires sur l'inflation. Et 1983-89, la part de la valeur ajoutée dédiée au salaire se met à branler jusqu'à descendre au niveau de 64%, c'est-à-dire 10 points de moins que le pic du début des années 80. 10 points de moins de la valeur ajoutée consacrée au salaire, c'est quand même pas rien. Ça, c'est la deuxième époque, c'est la fin de l'illusion salariale. Et enfin, la troisième époque, c'est celle dans laquelle on vit. En fait, l'époque dans laquelle on vit, globalement, elle a démarré à peu près au début des années 90. Et depuis le début des années 1990, il y a un consensus pour dire qu'il y a une certaine stabilité de la part de la valeur ajoutée dédiée au travail d'un côté et consacrée au capital de l'autre. On est toujours, si on prend les chiffres par exemple de l'année la plus récente dont on dispose, on est sur une part salaire qui est de 64,8% en 2021. Alors vous allez me dire, après tout, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Et en fait, c'est quand même ça la question, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Généralement, une façon de répondre, c'est regarder ce que font les autres. Hein. Bon. Et en fait, on s'aperçoit que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce qu'on est très au-dessus de ce que font les Allemands, les Italiens, les Espagnols, qui sont plutôt dans des niveaux de rémunération entre 58 et 61, 62%. Nous, on est à 64,8%. Le pays qui est le plus généreux en la matière, c'est la Slovénie. La Slovénie, elle, propose un partage de la valeur avec 66,8% qui revient à la rémunération du travail. Donc, c'est pas mal. Mais en réalité, une fois qu'on a énoncé tout ça avec les 3 grandes époques et qu'on regarde les choses du coup sur une période beaucoup plus longue, on s'aperçoit quand même que sur 40 ans, il y a bien une déformation du partage de la valeur au détriment des salariés, puisque globalement, on était autour de 69%, vous voyez, jusqu'à la fin des années 70, on est monté à 74% et on est redescendu à 64%. Donc sur le long terme, il est indéniable
Et évidemment, vous trouverez toujours des gens pour dire « Ah non, 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 parce que ne considère pas qu'il faut partir des années 80, il faut partir des années 70, il faut neutraliser alpha, bêta, machin. » Mais la réalité, c'est que sur le long terme, il y a une tendance à la déformation du partage de la valeur au détriment des salariés. Du coup, je me suis évidemment posé la question en faisant mon livre, parce que ce n'était pas vraiment écrit dans beaucoup d'études et d'articles que j'ai lus, de savoir quelles étaient les raisons de la déformation du partage de la valeur au détriment de la rémunération du travail. Bon, en réalité, il y a une dizaine d'explications que je ne vais pas vous infliger dans le détail. J'en ai retenu 6, mais il y en a pour moi 3 ou 4 qui sont quand même vraiment flagrantes si on essaye de faire un peu une loi de Pareto et de hiérarchiser les choses. Pour moi, il y a bien sûr, j'allais dire, la tendance, l'émergence depuis les années 80 à un capitalisme actionnarial qui a quand même posé des règles de rentabilité financière extrêmement fortes dans les entreprises, ce qui a généré, je dirais, l'installation de gouvernances qui ont été extrêmement organisées autour d'une logique de développement très très fort du profit et ensuite du versement des dividendes. Donc ça, je dirais que c'est une raison, on va dire, qui tient à un changement structurel de modèle économique qui est devenu un modèle économique et financier et dans lequel on vit toujours. Il y a une deuxième raison qui, à mon avis, tient aux mutations de l'économie française, qui est liée à la désindustrialisation. Bah oui, parce que en fait, comment vous pouvez obtenir des salaires élevés si vous êtes confronté à une régression de la part de l'industrie dans votre valeur ajoutée? C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est dans l'industrie que se situent les gisements de gains de productivité. Et c'est quand on arrive à dégager des gains de productivité suffisants qu'on arrive à faire augmenter les salaires. Parce que quand vous augmentez les salaires plus vite que les gains de productivité, vous faites chuter la croissance et vous affaiblissez l'emploi. Donc ça, c'est une raison structurelle qui valide bien, je dirais, la politique actuelle de ce gouvernement de pousser une réindustrialisation extrêmement forte. Après, il y a d'autres raisons qui ont pesé dans l'immobilisme salarial qu'on connaît maintenant depuis plusieurs décennies. J'en mentionne une troisième qui est la durée du travail. Bah oui, parce que finalement, pour être payé mieux, bah c'est vrai que Sarkozy n'avait pas tout à fait tort. Il faut aussi travailler plus. Or, la tendance sur les dernières décennies, c'est quand même de moins 350 heures de travail annuel depuis 1975. Aujourd'hui, la durée annuelle du travail en 2021, c'est 1507 heures de travail. 350 heures de moins en 50 ans. D'accord? Alors, je ne dis pas que, du coup, il faut faire exactement marche arrière et revenir à 1975. Je dis juste qu'en tout cas, on travaille moins. Donc, effectivement, on gagne aussi un petit peu moins d'argent. Je terminerai en donnant 2 explications complémentaires. L'affaiblissement du pouvoir des syndicats, qui est quand même particulièrement fort en France, puisqu'on sait que la représentation syndicale en France est l'une des plus faibles parmi les pays de l'OCDE. Donc c'est quand même à prendre en considération parce que du coup, le rapport de force entre les employeurs et les salariés n'est pas le même en France que dans des pays comme la Suède où effectivement la représentation syndicale est plutôt aux alentours de 70%. Alors moi, ce qui m'inquiète, Guillaume, et c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'au fond, on pourrait se dire, bon, allez, il nous a dit depuis les années 90, il y a une relative stabilité du partage de la valeur. Bon, c'est quand même pas mal, 64%, puis on regarde à l'échelle européenne, parmi les pays occidentaux, on n'est pas si mal barré. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'immobilisme salarial qu'on connaît en France depuis plusieurs décennies, il a tendance à pénaliser tout particulièrement les plus faibles, les plus fragiles d'entre nous. Alors d'abord, cet immobilisme salarial, je voudrais l'illustrer en 2 chiffres et puis vous dire pourquoi je suis inquiet pour les populations les plus modestes dans notre pays qui subissent justement cette érosion salariale. D'abord, cette érosion salariale, parce que là, je me suis contenté jusqu'à présent de vous donner des comparatifs entre la rémunération du capital et la rémunération du travail. Mais si je focus maintenant mon discours sur comment a évolué la rémunération du travail elle-même, rien que sur la décennie 2010-2020, disons que si on prend la période 2014-2020, la progression des salaires réels en France, elle a été de seulement 1% par an en moyenne. 1% par an. En 2020, comme vous le savez, Covid, crise sanitaire,
même si on a réussi à peu près à maintenir l'activité, il y a eu aussi du chômage partiel. Il y a des secteurs comme notamment l'hôtellerie-restauration qui ont énormément été pénalisés et les salaires réels ont baissé. 2021, il y a eu une reprise de la croissance, mais les salaires ont réembrayé, mais mollement. Et puis 2022, comme vous le savez, les salaires ont augmenté de 3,8%, alors que les prix ont augmenté de 6%. Ce qui veut dire que dans la course-poursuite entre les salaires et l'inflation, il n'y a pas de rattrapage intégral de l'inflation par les salaires aujourd'hui. Donc c'est quand même une véritable inquiétude. Alors pourquoi, je vous le disais, Guillaume, je m'inquiète quand même, c'est parce que cette érosion salariale, un certain nombre d'entre nous peuvent la subir tout en continuant à faire leurs courses en étant relativement confiants dans la possibilité de remplir le chariot. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, si vous voulez, si on prend les choses de façon brute, on se dit, oui, bon, allez, c'est pas grave, il y a une stagnation salariale, mais au fond, il n'y a pas de régression, etc. En réalité, dans le temps, ce qui est important de comparer, c'est l'évolution des salaires et l'évolution des dépenses des gens, ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Et les dépenses contraintes des Français, elles ont flambé au cours des dernières décennies. Elles sont passées structurellement, en 1951, si je retrouve le chiffre quelque part, de 12,4% du budget d'un ménage à 35% en moyenne. Dans les dépenses contraintes, vous imaginez ce que vous mettez, hein, c'est-à-dire votre loyer ou votre crédit immobilier, vos dépenses de transport, d'énergie, d'alimentation, etc., etc. 35%, vous vous dites, bah, il m'en reste encore 65 pour aller au ciné, etc., c'est super. Ouais, non, mais d'accord, mais sauf que pour les ménages les plus fragiles, les dépenses contraintes atteignent jusqu'à 65% du budget. 65% du budget, 2/3 du budget, pour certains, ben c'est devenu évidemment extrêmement difficile. Du coup, moi je vois bien qu'on est confronté du coup à un non-débat sur le sujet, en disant bah, face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, pas grand-chose, parce que les entreprises nous disent ah oui, mais regardez, moi mes taux de marge sont en train de se réduire, puis en plus je fais face à l'inflation des prix de l'énergie, donc c'est compliqué. Donc du coup, bah, ce serait quand même bien que ce soit l'État qui intervienne. Sauf que je vous rappelle quand même que, ce n'est pas l'État qui fixe les rémunérations dans ce pays. Vous allez me dire, si, François, tu te trompes. C'est vrai que l'État fixe la rémunération des fonctionnaires. Et qu'il a attendu d'ailleurs l'été dernier pour augmenter de 3,8% le point d'indice des fonctionnaires qui n'avait pas bougé depuis 2016. D'accord ? Et que l'écart de rémunération entre les fonctionnaires et les actifs du secteur privé a flambé au cours des 10 dernières années au détriment des fonctionnaires. Vous allez me dire également que l'État fixe effectivement le niveau du SMIC. OK, super. Et effectivement, il fixe le niveau du SMIC. Et je dois dire que de ce point de vue, cela a permis de préserver la vie des gens qui sont rémunérés au SMIC, parce qu'il y a eu quelque chose comme 4 augmentations en 12 mois du SMIC, puisque celui-ci est adossé sur le niveau général des prix. Donc on a eu effectivement un SMIC qui n'a pas été trop pénalisé, qui n'a pas été pénalisé en principe par la hausse générale des prix. Mais les autres rémunérations, ce n'est pas la même chose. Et donc du coup, quand on se tourne vers l'État, qu'est-ce que l'État peut faire? Et à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne peut pas agir directement sur les rémunérations, et au-delà du SMIC et des points d'indice des fonctionnaires, il agit de façon indirecte en augmentant les prestations sociales. On a là aussi l'une des raisons pour lesquelles on ne s'en sort pas avec notre modèle social, c'est que quand les employeurs ne jouent pas leur job, qui consiste à augmenter les rémunérations pour faire face aux difficultés que je viens de présenter, eh bien l'État se sent obligé d'augmenter les prestations sociales. Et vous regardez l'évolution des prestations sociales au cours de la dernière année, vous voyez que systématiquement, le RSA, les allocations chômage, les APL, le SMIC, donc, les pensions de retraite ont connu des évolutions extrêmement marquées à la hausse. Et vous comprenez mieux pourquoi, au bout du compte, la politique sociale en France représente 3/5 de la dépense publique, c'est-à-dire 31% du PIB, c'est-à-dire 31% des richesses qu'on crée chaque année. Donc vous voyez un peu le problème, c'est qu'il y a un équilibre qu'on n'a pas trouvé dans notre pays, me semble-t-il, entre la solidarité publique, qui est toujours très très forte, parce qu'on se tourne toujours vers l'État pour lui demander d'agir, et c'est également à cet État qu'on demande ensuite des comptes sur la flambée du déficit et de la dette publique. Donc il y a quand même une contradiction là, dont il va falloir à un moment donné sortir,
en osant poser la question des responsabilités du public et du privé. Je ne vais pas plus loin, je vous aurais bien parlé, mais on en parlera peut-être dans le tour de piste, d'un autre point sur ce que j'appellerais l'absence de ruissellement salarial dans notre pays. Parce qu'au fond, en 2 mots, juste en 2 mots et demi, je vous disais, non seulement je suis inquiet pour les plus fragiles d'entre nous face au contexte inflationniste alors que les dépenses contraintes augmentent, mais en effet, l'immobilisme salarial ne pénalise pas tout le monde de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a quand même des rémunérations qui ont continué à augmenter. Et globalement, les rémunérations qui ont continué à augmenter, c'est celles qui sont très, très au-dessus du revenu médian. Le revenu médian, vous savez, c'est là où il y a 50% de gens qui touchent moins, puis 50% de gens qui se situent au-dessus de ce revenu. Aujourd'hui, le revenu médian, dans les dernières statistiques de l'INSEE des dernières semaines, il se situe à 2012 €. Il a longtemps été à 1783 € dans les statistiques antérieures. Aujourd'hui, il est à 2012 €. Il faut toujours se demander ce qu'on arrive à faire avec 2012 € quand vous avez 65% de vos dépenses qui sont déjà contraintes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et dans ce contexte-là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, contrairement à ce qu'on nous raconte, contrairement à la logorée et au débat qu'on essaye de fermer sur le sujet, il y a bien des inégalités salariales qui se sont creusées. Alors c'est vrai que quand on veut regarder les choses positivement, on peut le faire, et se dire que le revenu des classes populaires en France, il a continué d'augmenter depuis les années 80, là où il a baissé aux États-Unis. Bon, c'est super, ça veut dire qu'on est quand même un pays un peu moins néolibéral que les Américains, ce n'est pas une grande surprise. En revanche, effectivement, il y a une certaine stagnation du revenu en dessous du revenu médian et en dessous du revenu moyen. Ce qui pose la question du creusement des inégalités catégorielles. On voit bien que le revenu des cadres a continué d'augmenter puisqu'on est dans une bataille internationale des talents. Donc si vous êtes ingénieur, que vous êtes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je ne sais même pas si on les appelle encore comme ça aujourd'hui, mais on les appelait comme ça il y a 10 ans, oui, il y a une flambée des salaires. Et puis il y a même des problèmes de tension de main-d'œuvre, donc du coup, il y a une élévation des salaires. En revanche, si vous êtes employé ou si vous êtes dans une profession dite intermédiaire, là, vous subissez en termes de rémunération la faible attractivité de vos emplois, parce qu'on est dans un contexte, comme le dit l'économiste Patrick Artus, de bipolarisation du marché du travail. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez une très forte demande de travail pour les salariés très qualifiés et également pour les salariés très peu qualifiés. Mais au milieu, on est en train de créer un désert. Et ce désert, il est également associé d'ailleurs à la montée en charge de la tertiarisation. Parce qu'avec la tertiarisation, est apparue aussi une sorte de précarisation. Et donc la plupart des emplois, l'exemple caricatural, c'est le petit gars qui prend son sac, son vélo et qui fait du Uber Eats ou du Deliveroo le soir, évidemment, vous voyez bien le niveau de rémunération que c'est. C'est évidemment l'auto-entrepreneur, devenu micro-entrepreneur, et qui gagne en moyenne, en réalité, 6 000 € par an, s'il ne fait que ça. Donc vous voyez bien qu'en réalité, la question des rémunérations continue de se poser, simplement elle est adossée à un débat plus large sur la composition sectorielle de notre économie et le fait que des pans entiers de notre économie n'ont pas su se moderniser et dégager des gains de productivité qui permettent demain de rehausser les salaires. Donc, voilà. Donc on est quand même, vous voyez, sur un diagnostic qui n'est pas si flamboyant que ça. Oui. François, je pense qu'on va être nombreux à partager ce constat sur la tension qui existe sur la question de la rémunération aujourd'hui en France et les inquiétudes qu'elle peut susciter. Mais alors comment ces outils, ces dispositifs du partage de la valeur pourraient répondre efficacement à la question du pouvoir d'achat, à la question donc, de l'inflation et donc quelles seraient les solutions que vous présentez du coup dans votre livre? Vous parlez même d'un nouveau compromis, vous proposez au gouvernement et aux partenaires sociaux de réfléchir à un nouveau compromis productif et salarial. Quelle en serait exactement la teneur? Alors évidemment, je vais vous dire ce que j'entends par compromis productif et salarial, parce qu'on se dit peut-être qu'effectivement, il a peut-être un peu trop fumé avant de venir, mais en réalité, il y a une réalité matérielle derrière que je vais exposer. Avant ça, je veux revenir quand même sur ce qu'on serait tenté de faire pour faire face à la situation que j'ai exposée.
Bah, quelque part, on a envie de, envie de prendre son habit révolutionnaire et de se dire bon, alors, on va tout casser, effectivement, et on va redresser les rémunérations de façon volontariste, etc. Bon, et on va faire un peu n'importe quoi. Et du coup, j'ai passé en revue dans mon livre les idées auxquelles moi aussi j'ai pensé spontanément, mais qui nous conduiraient à une impasse économique, parce qu'elles seraient beaucoup trop coûteuses à la fois sur le plan budgétaire et parce qu'elles impacteraient fortement l'emploi. Je les liste simplement parce que ce qui importe, en effet, Guillaume, vous avez raison, c'est de se centrer sur les solutions. Mais ces impasses, je dirais qu'elles rentreraient dans une logique de quoi qu'il en coûte salarial qu'on ne peut pas se permettre. Donc j'en ai cité 5 ou 6 dans mon livre. 1, les coups de pouce au SMIC. Alors attention, pas de confusion, coup de pouce au SMIC, ça ne veut pas dire indexer le SMIC sur l'inflation, puisque ça se fait déjà, c'est la réglementation, ça veut dire aller au-delà de cette indexation sur l'inflation. Bah, le dernier coup de pouce au SMIC, vous savez à quand il remonte, le dernier coup de pouce au SMIC? Il remonte quand même déjà à 2012. C'est François Hollande qui a fait un geste quand il est arrivé au pouvoir en 2012, et ça a été le dernier. Depuis, il n'y en a pas, parce qu'on sait que les coups de pouce au SMIC ont comme contrainte de pénaliser l'emploi non qualifié. Globalement, ils ont tendance à créer du chômage dans le bas de l'échelle des revenus, donc ce n'est pas une idée particulièrement géniale. La deuxième idée qui vient à l'esprit quand on veut améliorer les choses, c'est de dire, allez, augmentation générale des rémunérations. Toutes les entreprises y passent. Je leur demande de faire toutes plus 5% ou plus 6%, parce qu'il y a 6% d'inflation sur un an, donc on y va. Bon, et en réalité, le problème, c'est que si vous faites ça, évidemment, c'est vrai que vous dégradez les taux de marge des entreprises, vous pénalisez aussi la croissance et l'emploi, et surtout, vous ne pouvez pas le faire d'un secteur à l'autre, d'une taille d'entreprise à l'autre. On voit bien que les grandes entreprises ont moins de difficultés à augmenter les rémunérations que les TPE-PME, parce que les TPE-PME qui se retrouvent à avoir des factures d'énergie qui ont été multipliées parfois jusqu'à 5, voire au-delà, si en plus elles doivent augmenter massivement les rémunérations, ça ne va pas. Donc ça, c'est une deuxième mesure qui est complètement utopique. Bon, la troisième, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Alors moi, je vous avoue que j'ai dit 2 choses différentes. Dans mon livre, je dis qu'il ne faut surtout pas le faire, et je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais provisoirement, je pense qu'il fallait quand même se poser la question, en cas d'inflation durable, au moins de prévoir une mesure d'indexation partielle et provisoire des salaires sur l'inflation, pour éviter quand même l'effet de ciseau entre la montée des prix et la baisse des salaires réels. Donc je pense que c'est quand même une question qu'on doit se poser, d'autant que ceux qui nous opposent l'argument qui est de dire oui, mais vous allez générer une boucle prix-salaire, c'est-à-dire les prix augmentent, j'augmente les salaires, et comme j'augmente les salaires, les prix augmentent encore plus. En réalité, c'est un peu un mensonge, parce que le Fonds monétaire international, qui a fait quand même une étude sur la constitution des boucles prix-salaire dans le monde, a bien montré que c'était très rare qu'elles se produisent, parce qu'elles ne se produisent déjà que lorsqu'il y a des niveaux d'inflation à 2 chiffres. Or, pour le moment, on est sur un niveau d'inflation à 1 chiffre. Donc le risque de boucle prix-salaire est quand même assez faible dans notre pays. Autre impasse, j'y reviens pas, le revenu universel garanti qui a pris plusieurs dénominations, là aussi ça coûte cher, c'est pas bien encadré et on n'est vraiment pas sûr que ce soit efficace économiquement. Et puis enfin, une dernière idée qu'il ne faut pas complètement jeter au panier mais qu'il faut bien étudier, c'est le travailler moins pour gagner plus. Ah, moi j'adorerais travailler moins pour gagner plus, finalement. On a tous envie, spontanément, sauf que dans le travailler moins pour gagner plus, qui généralement prend une forme qui est d'organiser la semaine sur 4 jours, attention au réveil douloureux, parce qu'il y a plusieurs façons d'envisager la semaine de 4 jours. Il y a faire le même nombre d'heures que vous faisiez sur 5, mais les faire sur 4, auquel cas, a priori, ça n'a pas d'impact sur votre rémunération. Mais vous pouvez aussi avoir la tentation de dire je réduis la durée du travail, donc je vais réduire la rémunération. Alors donc après, il faut que les salariés fassent un arbitrage différent entre le temps de travail et la rémunération. Alors ceci dit, il y a 61% des Français dans des sondages récents qui disent moi, je suis prêt à gagner un peu moins pour travailler un peu moins. Donc ça, c'est la deuxième façon, effectivement, d'envisager la semaine de 4 jours. Voilà, donc il y en a d'autres. Mais en tout cas, attention à cette idée. Dans mon livre, je répertorie des expériences en la matière. Les évaluations sont plutôt positives, c'est-à-dire les salariés ont l'air plutôt contents du passage aux 4 jours, mais attention, il faut vraiment examiner les conséquences de tout ça sur les rémunérations et puis surtout à moyen terme. Les Britanniques ont rendu public les résultats d'une étude il y a quelques jours sur une 60aine d'entreprises et avec plutôt des résultats favorables. Mais enfin, attention quand même
aux sirènes. Hein, voilà, l'illusion de et pourquoi pas 3 jours, et puis on s'arrête de bosser, et puis on attend la REM qui arrive. Bon, d'accord, mais bon, à un moment, c'est quand même compliqué. Alors, face à ces impasses, j'ai essayé effectivement dans mon livre de réfléchir à, on va dire, un nouveau modèle qui arrêterait de scinder la question économique et la question salariale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'on réfléchit d'un côté à la réindustrialisation et de l'autre côté, on réfléchit au partage de la valeur. Mais il serait venu à l'esprit de personne de faire un accord national interprofessionnel qui marie les objectifs de réindustrialisation et les objectifs de redistribution. Pourtant, le mariage, il aurait du sens. Parce que si je me fixe des objectifs de réindustrialisation, j'ai d'ailleurs pas très bien compris quels étaient nos objectifs nationaux en la matière, donc si je les quantifie, à ma connaissance, ils ne sont pas quantifiés et on en verra vraiment le résultat que lorsque on sortira du déficit commercial abyssal dans lequel on est engagé depuis déjà 2003. Hein. Depuis 2003, on a un déficit commercial en France. Et évidemment, ce déficit commercial, c'est-à-dire qu'on importe davantage qu'on exporte. Et ça veut donc dire qu'il y a évidemment une dégradation de notre balance, en particulier industrielle, parce que notre balance des services reste toujours un peu excédentaire. Donc, on pourrait tout à fait imaginer de dire, je réunis les partenaires sociaux et je réfléchis avec eux à où je veux aller à 5 à 10 ans en matière de réindustrialisation. Et pour, j'allais dire, qu'on soit dans une négociation gagnant-gagnant, je leur dis naturellement, si on atteint tel ou tel objectif de réindustrialisation, derrière, on modifie et on améliore les règles de partage de la valeur, de manière à ce que les salariés qui seront contributeurs nets aussi des résultats qu'on a atteints en termes de réindustrialisation puissent être valorisés de ces efforts qu'on aura atteints. Avouez que ce n'est pas complètement idiot de raisonner comme ça. Donc pour moi, c'est ça, le compromis productif et salarial. Donc on a raté une belle occasion de le faire avec l'accord national interprofessionnel. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc moi, je suis un optimiste invétéré. Donc je vois bien qu'un jour, ça arrivera. Et puisque ça n'a pas été fait ou ça ne sera pas fait dans ce quinquennat, on proposera que ce soit fait dans le quinquennat suivant. Mais en tout état de cause, ça, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire, ce compromis productif et salarial, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire là à court terme. Moi, j'ai proposé dans mon livre différentes solutions, même si nos marges de manœuvre sont faibles, hein, puisque je l'ai dit, comme on a des gains de productivité qui s'effondrent, une réindustrialisation qui est pas très visible encore, on ne peut pas vraiment augmenter les salaires facilement. En revanche, je pense quand même qu'on peut, puisqu'on vise une économie plus innovante pour dégager plus de gains de productivité et donc se permettre d'augmenter les salaires ensuite, viser plusieurs objectifs. Premier objectif qui peut paraître un peu paradoxal, moi je propose d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Pas tous au même niveau, mais en particulier avec 2 cibles, les enseignants et les chercheurs. Pourquoi les enseignants? Parce qu'en fait, le vrai drame de l'économie française, ce n'est pas ses coûts de production, c'est son déficit de compétences. Ce qui est quand même assez paradoxal. Vous savez que dans notre pays, on a 20% des jeunes qui sortent du système scolaire avec un bagage scientifique, contre 40% en Allemagne. En fait, l'écart de compétitivité et de place de l'industrie dans nos 2 pays, ne le cherchez pas ailleurs. Il est là. Donc je pense qu'il faut effectivement avoir mené la bataille du développement des compétences en recrutant des enseignants hyper qualifiés et qui vont avoir des objectifs hyper serrés et qui rapprochent également leur niveau de rémunération, ne serait-ce que déjà de la moyenne européenne. Parce que là, le seul pays qui fait plus mal que nous, c'est la Grèce. Que ce soit en début de carrière ou même après 10 ans, le niveau de rémunération des enseignants et les propositions de Pape Ndiaye de ces dernières semaines ne vont pas changer la donne de façon structurelle, mais juste l'améliorer. Eh bien, on a un vrai problème avec les enseignants. De la même manière, on a un problème avec la recherche. On a des très beaux instituts de recherche. On a globalement une recherche française qui est assez attractive, sauf que le package d'accueil, c'est-à-dire l'argent qu'on donne aux chercheurs quand ils arrivent dans un labo en France, il est 20 fois moins élevé que celui qu'on donne aux mêmes chercheurs qui arrivent aux États-Unis. Donc on a un problème de package d'accueil, on a un problème de rémunération principale et de primes, dont j'ai parlé par exemple avec le président du CNRS au cours des derniers mois, qui me dit que en réalité, augmenter la REM un peu des salariés du CNRS, ce serait absorbable dans la base budgétaire du CNRS, pour ne citer que cet organisme de recherche prestigieux. Donc moi, je propose d'augmenter le salaire des enseignants, je propose d'augmenter le salaire des chercheurs. Pour des raisons non économiques, mais des raisons de bien-être social, je propose d'augmenter le salaire des soignants
et des personnels qui travaillent autour de la santé, parce que je pense qu'il y a en effet des réformes considérables dans cet environnement-là et des connexions entre la ville et l'hôpital qui ne sont toujours pas faites. Il y a effectivement des progrès à faire considérables et donc je pense qu'il faut encourager aussi ces professionnels. Je pense qu'il faut accorder aux jeunes qui font des études un revenu garanti, parce que je pense que les inégalités de revenus, elles se sentent aussi quand on a 18-19 ans et qu'on commence un cursus universitaire. Vous savez combien il faut pour entrer dans une école de commerce, hein? C'est 50 000 euros. Voilà, c'est 50 000 euros si vous faites une école de commerce sur 5 ans. Tout le monde n'a pas les moyens de financer 50 000 euros pour remettre son gamin dans une école de commerce. Ça n'est qu'un exemple. Je pense qu'il faut surtout travailler sur augmenter le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors. Évidemment, d'autant plus augmenter le taux d'emploi des seniors si on recule l'âge légal de la retraite. Et je pense qu'à court terme, on peut lâcher du lest sur la rémunération des salariés du bas de l'échelle des revenus dans les secteurs non exposés à la concurrence internationale, c'est-à-dire là où il n'y aura pas de conséquences en termes de compétitivité. L'hôtellerie, restauration, la grande distribution, par exemple, pourraient être éligibles à ce type de dispositif. Donc au final, et peut-être pour ne pas être trop long et laisser la place au questionnement, moi je crois que même si nos marges de manœuvre sont faibles à court terme, mais on voit qu'elles ne sont pas nulles, il faut évidemment viser un objectif accéléré de réindustrialisation dans notre pays, que seule cette réindustrialisation va permettre de dégager les marges de manœuvre pour augmenter les salaires. Et du coup, aujourd'hui, en attendant, c'est certain qu'on a des supplétifs qui ne sont pas négligeables et qu'on peut exploiter en matière de partage de la valeur. J'en ai pas assez parlé, et c'est évidemment toute la mission qui est la mienne, sur le déploiement des dispositifs d'intéressement, de participation, de primes de partage de la valeur. Là-dessus, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais en même temps, l'encours d'épargne salariale aujourd'hui, intéressement plus participation, c'est 160 milliards d'euros, alors que l'épargne réglementée, l'assurance vie, c'est 1800. Donc on a avancé, mais on est quand même encore très très loin des objectifs qu'on pourrait se donner. Et pour arriver à aller beaucoup plus loin, eh bien effectivement, il faut réussir à déployer ces dispositifs dans les entreprises de moins de 250 salariés, ce qui suppose de continuer à défiscaliser, ce qui suppose de continuer à simplifier l'accès à l'épargne salariale dans les entreprises les plus petites, et ce qui suppose aussi de veiller, je pense, à une meilleure cohérence dans les dispositifs de partage de la valeur. Aujourd'hui, bien malin, peut-être dans cette salle, mais bien malin dans la population générale des employeurs et des salariés, qui est capable de vous expliquer la différence entre l'intéressement, la participation, la prime de partage de la valeur et l'abondement, qui sont en fait les 4 grands dispositifs qui permettent de déployer un dispositif d'épargne salariale dans l'entreprise. Donc voilà, il y a quand même encore un chantier très important pour mieux partager la valeur dans notre pays et je serais ravi d'en discuter avec vous dans les minutes qui viennent. Merci François. Là, dans le projet de loi pressenti et de ce qu'on en sait à ce jour, il n'y a aucune piste, de vos pistes qui serait suivie ou... Si, pourquoi pas. Non, mais non, de ce qu'on en sait, est-ce non, alors déjà, en réalité, c'est beaucoup trop tôt. Là, il y a encore une mission d'information parlementaire qui a été confiée au député de Saône-et-Loire, Louis Marguerite, qui va rendre ses conclusions un peu plus tard. Je ne connais pas bien le calendrier du projet de loi plein emploi, mais ce qu'on peut dire, c'est que, à mon avis, on a quand même en tout cas de réelles possibilités de faire avancer les choses, non seulement en reprenant les termes de l'accord national interprofessionnel qui est quand même assez riche, et également peut-être en allant plus loin. Moi, ma proposition, si vous voulez, de synthèse là-dessus, c'est de dire généralisons, en effet, comme le propose l'accord national interprofessionnel, plutôt la participation dans les entreprises de 11 à 49, de façon à continuer le déploiement de la participation dans les entreprises plus petites. Du coup, redonnons à l'intéressement une lisibilité, peut-être en le centrant sur l'ambition écologique. Moi, je pense qu'on pourrait imaginer pour 2024-2025 des incitatifs qui amèneraient les employeurs à définir des indicateurs autour des émissions de CO2 dans leur entreprise, de donner des objectifs très forts qui vont fédérer les équipes autour de l'employeur à ce sujet, et du coup de donner une vraie visibilité à l'intéressement qui est aujourd'hui un magasin, si j'ose dire, dans lequel
on peut faire plein de choses, parce qu'on peut faire de l'intéressement social, environnemental, économique, de l'intéressement de projet, mais au fond, le potentiel est tellement vaste que les employeurs ne s'y retrouvent pas. Donc je propose de le centrer sur l'écologie, et je propose également que la prime de partage de la valeur, qui a quand même amené pas mal de confusion avec des risques de cannibalisation de l'intéressement et de la participation, puisse, au 1er janvier 2024, être versée soit, comme c'est le cas aujourd'hui, sous forme de prime de pouvoir d'achat, soit placée sur un plan d'épargne salariale, ce qui reviendrait à réaligner ce dispositif sur les autres dispositifs de partage de la valeur. Et donc, je crois qu'on gagnerait là aussi en cohérence. Mais encore une fois, merci beaucoup François. Un micro va pouvoir circuler dans l'amphithéâtre. Donc, si l'un ou l'une d'entre vous souhaite poser une question à François, c'est le moment. On a un... N'ayez pas peur, la première question est toujours redoutable, mais voilà, il y a un volontaire. Merci de cet exposé clair et pédagogique. Alors, je partage complètement votre avis sur la notion de l'industrie gisement des gains de productivité, c'est évident. Bon. Alors, en fait, à Ingénieurs et Scientifiques de France, un de mes sujets de réflexion, c'est justement l'industrie, la nécessaire renaissance, mais la notion nouvelle. C'est important, cette notion de notion nouvelle. Parce que il faut quand même aborder la compréhension du nouveau paradigme économique dans lequel on est. Alors, ça, c'est des grands mots, mais la réalité, c'est que avant de partager de la valeur, il faut en créer. Et on en crée dans l'industrie. Là-dessus, moi, je partage complètement votre avis sur le dommage qu'il n'ait pas eu lieu, ce compromis productif salarial. Bon, ça, c'est vraiment très souhaitable et c'est vraiment une idée très intéressante. Et bien entendu, le problème, c'est que dans le domaine, vous êtes très bien placé entre le directeur général de Pacte PME. Derrière PME, il y a également PMI. Quel est le pourcentage, on a des idées du chiffre, quel est le pourcentage des entreprises qui mutent vers l'industrie 4.0 ? Ben, en fait, ça nécessite des investissements, ça nécessite une acceptation, une compréhension du dirigeant aussi, parce qu'en fait, quelquefois, c'est quand même assez dangereux. Et deuxièmement, ça nécessite des compétences. D'où l'idée, c'est un peu un vœu pieux, hein, d'augmenter le niveau de qualification et le niveau d'enseignement et le niveau de rémunération des enseignants. Donc en fait, là, la boucle est bouclée. Voilà, je voulais vous dire que je partage votre vision des choses. Je crois que c'est quelque chose de vraiment à suivre, cette histoire de réindustrialisation. Merci. Donc du coup, c'était pas une question, mais tant mieux. Une question, mais est-ce que je fais fausse route ? Non, mais voilà, je vais dire peut-être deux mots là-dessus. D'abord, moi, je ne crois pas, en tout cas, que ce soit qu'un vœu pieux. Du coup, je termine sur votre dernière observation. La requalification, je dirais, de notre économie, notamment en passant par la case formation initiale. Simplement, je crois que la formation initiale ne suffira pas et que le deuxième enjeu, et je dirais la deuxième réforme, pour moi, maîtresse, qu'on n'a pas encore fait, ou qu'on a fait de façon trop cosmétique, c'est la réforme de la formation professionnelle. Parce qu'au fond, ce n'est pas qu'un enjeu, je dirais, de structuration de cette réforme, parce que c'est vrai qu'on a fait de belles choses, avec notamment la création de France Compétences, on a les dispositifs VAE, on a le CPF, on a plein de dispositifs, mais maintenant, il va falloir créer aussi les réponses académiques qui permettent d'accélérer la reconversion professionnelle de nos salariés vers la nouvelle économie. Alors là, je me permets de prendre une autre casquette pendant quelques secondes. Je suis en train de travailler avec une business school parisienne, pour ne pas la citer, l'ESCP, à la création d'un dispositif qui va être un dispositif d'extension school, un peu sur le modèle américain de Harvard ou de Berkeley, et qui va permettre à des gens qui sont aujourd'hui dans un boulot de cadre, dans le privé et pourquoi pas d'ailleurs dans le public, et qui sont un peu dans un métier fragilisé par la nouvelle donne technologique, de se former en quelques mois au nouveau métier du numérique et de la transition écologique. Donc moi je crois que ça, c'est très important de créer ces réservoirs-là, d'aller au bout, non pas du discours, mais de la pratique de la formation tout au long de la vie. Encore une fois, on a un taux d'emploi des seniors aujourd'hui, c'est-à-dire des plus de 55 ans, qui est de seulement 56-58%. C'est pas suffisant, c'est-à-dire que globalement, plus vous approchez de la soixantaine, moins il y a de chances que vous soyez encore dans l'emploi. Ça n'est pas possible. Il faut s'appuyer sur la richesse des seniors, y compris
pour réindustrialiser notre économie. Donc voilà, il faut que les universités, les écoles acceptent de mettre en place des dispositifs pilotes qui vont permettre de réaccélérer la reconversion, le reskilling, comme disent les anglo-saxons, parce que ça me paraît être un enjeu absolument fondamental pour notre économie. Oui, merci beaucoup de cette présentation intéressante, mais qui est un peu décourageante. Je veux dire pourquoi. Vous nous expliquez en effet que la part du salaire dans la valeur ajoutée en France est déjà, en tout cas, assez élevée par rapport à tous nos principaux voisins, Allemagne, Italie, Espagne. On est à 65, quasiment 64,8 contre 58 à 60. Et donc, on voit bien que si on peut vaincre l'austérité salariale, il faut aller dans le sens que vous dites, c'est-à-dire être extrêmement sélectif. Et même peut-être de réduire certains salaires en contrepartie de l'augmentation de certains autres, parce que sinon on va dépasser 65%. Et quand on fait la somme de ceux que vous proposez, enseignants, chercheurs, soignants, jeunes étudiants, seniors, hôtellerie, grande distribution, ça fait déjà beaucoup de monde. Et quand on connaît la sociologie française, il y aura, en plus d'une revendication égalitaire, d'autres professions qui demanderont de bénéficier de ces avantages. Est-ce qu'il est réaliste d'imaginer, alors que c'est de toute évidence la bonne solution, certains salaires sont trop élevés, certains salaires sont trop bas, et effectivement, ça entraîne en plus une absence de désir pour ces salaires. Et donc, on a besoin de recruter et on ne trouve pas les gens. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça d'un pays comme la France ? Alors, d'abord, moi, je vous rejoins dans la conviction qu'on n'arrivera à rien si on ne fait pas des choix. Donc, effectivement, ça ne doit pas être la fête pour tout le monde. Quelque part, il faut accepter de se dire qu'on est en transition d'une ancienne économie vers une nouvelle économie. Et que donc, il faut encourager les passages des uns et des autres de cette ancienne économie vers la nouvelle économie. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on ait en effet une politique sélective par rapport à ces salaires. Alors maintenant, en réalité, il y a les salaires administrés, puis il y a les salaires qui sont fixés par la loi du marché. Donc, en ce qui concerne les salaires administrés, vous avez compris où je positionne les choix. Moi, je considère... Et là, ça rejoint une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec un certain nombre de personnes au MEDEF. On évoquait, je posais la question à un économiste de qu'est-ce qu'on peut attendre de la revue des dépenses publiques, de la énième revue des dépenses publiques que nous a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire il y a quelques semaines. Et en gros, j'ai vu le malaise s'installer dans le visage de l'économiste qui m'a dit bah, je ne sais pas trop, parce que je lui ai dit mais est-ce qu'on va vraiment changer de méthode? Est-ce que ce qui a échoué au cours des quinquennats précédents, on pourrait réussir et pourquoi? Bon, et en définitive, on tourne autour du pot, par exemple, sur cette question de la dépense publique, parce que on considère que baisser la dépense publique dans les différents exercices, c'est essayer de la baisser tout de suite. Moi, je vais vous faire un aveu. Je pense que pour baisser la dépense publique, il faut l'augmenter dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il faut investir. Il faut investir à la fois sur des infrastructures, mais il faut investir sur les hommes. Et en effet, on se rejoint également dans le diagnostic parce que dans l'investissement sur les hommes, il y a effectivement des métiers qui doivent disparaître. Et donc, il faut s'assurer que la cohorte des gens qui exercent ces métiers, non pas disparaissent, mais qu'elle soit reconvertie vers les métiers de la nouvelle économie. Et pour ça, oui, il faut investir dans la formation. Donc au départ, ça va coûter cher. Ça va coûter cher d'accompagner les gens vers les nouveaux métiers, soit en mobilité externe, faire passer quelqu'un du public vers le privé, soit pour... Et j'étais hier au cabinet du ministre de la Transformation publique qui me disait il y a 500 000 emplois vacants dans la fonction publique. 500 000 emplois vacants. Ce qui veut dire qu'on n'a pas su trouver les compétences ou former les compétences pour occuper un certain nombre d'emplois dans la fonction publique. Donc moi, je crois qu'il y a un immense travail à faire d'analyse à la fois des parcours et des compétences des fonctionnaires et des agents contractuels et de créer effectivement des objectifs très forts pour qu'à 3 à 5 ans, on ait réduit considérablement le stock de ces 500 000 emplois qu'on ne peut pas occuper. Bon, et ensuite, je pense qu'effectivement, il faut s'attaquer à la masse des fonctionnaires
Alors ça va être très compliqué à chaque fois, parce que vous l'avez dit, on est dans un pays où, bon, bah, par exemple, dire qu'on va baisser les effectifs de la fonction publique hospitalière, déjà, ça va pas le faire, parce qu'on va tout de suite nous dire, oui, mais là, on est en train d'attaquer effectivement la question des soins, la question du patient, donc on peut pas se permettre ça. Donc, par exemple, ça va être un terreau extrêmement difficile. Ce sera pas simple au niveau territorial, qui a tendance à continuer à recruter, à augmenter des effectifs. Paradoxalement, ce sera peut-être plus facile dans l'État, qui est peut-être finalement celui qui a le mieux maîtrisé sa dépense au cours des 2 dernières décennies, contrairement aux représentations qu'on a. Donc il faut faire des choix dans le public, et probablement qu'il faut accepter en effet de réduire la volumétrie des effectifs, mais avoir un travail intelligent pour promettre un avenir à ceux qu'on va sortir du service public pour les ramener vers les métiers de la nouvelle économie. Puis il faut faire des choix dans le privé, mais les choix du privé, quelque part, ils sont faits par le marché. Donc là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude, et je voudrais pas, moi, je suis pas l'adepte d'une économie administrée dans laquelle l'État viendrait à fixer les salaires dans l'automobile, dans l'agroalimentaire et dans la pharma. Mais on voit bien justement que ces choix, ils se font. Parce qu'en réalité, et je le dis dans le livre de façon assez précise, il y a les gagnants et les perdants de la nouvelle donne en termes de rémunération. Et dans les gagnants, sans surprise, vous trouvez en tête les secteurs numériques, financiers, la pharma, et puis encore 2 ou 3 autres secteurs, dont les assurances et la banque. Et puis, vous avez des secteurs qui perdent beaucoup en création de valeur et en distribution de salaires derrière. Donc, cette nouvelle donne, elle commence effectivement à émerger. Il y a une nouvelle économie qui est en train de se construire. Et donc, je ne suis pas très inquiet sur le fait que ça aille assez vite, parce que je vois la flambée des salaires, des rémunérations dans le numérique, versus leur stagnation dans les métiers, par exemple, de l'hôtellerie et de la restauration, même s'il y a eu un accord de plus 16% qui a été signé l'an dernier pour l'augmentation des rémunérations dans ce secteur. Bonsoir. Ah non, allez-y. Non, je prendrai la parole. Peut-être mieux. Pardon. Allez-y. Merci. Merci pour ces exposés macroéconomiques et, j'allais dire, macro-sociologiques qui dressent un décor mouvementé. Moi, je voudrais intervenir comme actionnaire d'une PME d'une 30aine de personnes dans l'univers du jeu joué. Il se trouve qu'on a notre assemblée générale dans 15 jours et qu'on va observer l'évolution de nos résultats. Partager la valeur, pour moi, c'est d'abord partager le résultat. Or, le résultat, cette année, il va être, en serrant les dents, à l'épaisseur du trait, une fois qu'on aura remboursé, fait face à l'ensemble de nos charges, et garder notre personnel, notre 30aine de braves qui sont motivés. Et en vous écoutant, je voyais le petit atelier, la préparation de commandes, comment les gens s'investissent et comment on essaye avec eux de partager ce que Gérard Mullier appelle le partage du savoir, de l'avoir et du pouvoir. Le savoir, c'est faire connaître la réalité de l'entreprise aux 30 braves qui se battent avec nous. Et ils perçoivent bien l'évolution des commandes, ils perçoivent bien s'il y a du taf ou pas, ils perçoivent bien qu'on livre vers Amazon ou on livre vers Cultura. Et voilà, donc ils ont une perception et on peut partager ce savoir pour mieux partager la création du résultat. Je suis très favorable à ce que quand le résultat est substantiel, l'entreprise ayant été récompensée, il y ait par un méthode de prime, de tout ce qu'on veut, une association forte de nos 30 braves au résultat de notre petite boîte. Mais il faut comprendre aussi, et c'est difficile à faire comprendre, que s'il y a eu quelques belles années de vaches grasses,
nous sommes en ce moment dans les années de vache maigre et que c'est la pérennité de l'entreprise et de l'emploi qui est en jeu. Et il faut faire comprendre que le résultat n'étant plus ce qu'il était, le partage n'est plus non plus ce qu'il aurait pu être dans les années fastes. Essayons dans notre brave pays d'avoir le regard sur les PME qui, au quotidien, se battent, et en équipe, hein. C'est vraiment pas les patrons d'un côté, et puis mais c'est vraiment des équipes de gars qui... j'ai travaillé dans le transport routier, c'était la même ambiance dans les bons. Et essayons de voir comment on peut, alors dans l'association du capital et du travail, mais au quotidien, dans le concret des choses, arriver à ce partage de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Très bien. Je vous rejoins. Enfin, d'abord, encore une fois, hein, je me situe pas dans l'idéologie et également plutôt dans quelques constats empiriques. Et j'ai effectivement conscience des difficultés que traversent un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Moi, je crois qu'il y a une occasion qu'on n'a pas suffisamment saisie pendant la crise. Il y a un outil qui a été inventé par les ordonnances travail de 2017 qui s'appelle l'accord de performance collective, l'APC. Et vous voyez, l'APC, si je dis APC, globalement, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui se disent de quoi ils parlent. Et en fait, l'accord de performance collective est dans les ordonnances dites Pénicaud, avec l'idée qu'une entreprise pouvait, entre l'employeur et les représentants des salariés, passer un accord qui visait à prévenir justement un certain nombre de difficultés en modifiant l'organisation du travail, voire éventuellement la rémunération, la durée du travail. Il y a eu peu d'accords, parce que je pense qu'il n'y a pas eu forcément une bonne communication, ou en tout cas cet outil a été sous-utilisé. Et moi, je regrette qu'il ait été utilisé de façon uniquement défensive, c'est-à-dire avec l'idée, effectivement, quand ça va mal, d'amener les uns et les autres à se serrer les coudes, et ça c'est très bien, et vous avez rappelé la solidarité qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une entreprise de 30 personnes où tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble, et il n'y a pas l'opposition caricaturale entre le patron et les employés. Moi j'aurais bien aimé, et c'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire, qu'on réexamine ces APC à l'aune de l'objectif justement aussi de la redistribution. Et c'est un peu le pendant du compromis productif et salarial que je propose à l'échelon macro. À l'échelon micro, je me dis on peut se servir d'un APC pour dire voilà, on va essayer de gagner en performance, en productivité, etc. Et si on atteint les objectifs, à ce moment-là, on s'engage sur une clause de retour à bonne fortune qui peut prendre la forme d'une meilleure distribution en intéressement, en participation ou en prime. Vous voyez, donc je pense qu'en tout cas, on a les outils dans notre pays, on s'en sert pas beaucoup, on a toujours la crainte de les utiliser, d'être dépassé par... peut-être à la fois par le contexte qui n'est pas forcément favorable ou par un usage un peu trop idéologique. Mais là, vous voyez, on manque aussi un peu de pragmatisme. Je pense que typiquement, il ne s'agit pas, notamment en tout cas dans mon discours, de dire il faut distribuer à tout va, parce que si effectivement on n'a pas assez créé, vous avez raison, on ne peut pas assez distribuer. En revanche, je pense qu'il ne faut jamais dissocier l'objectif de création de l'objectif de distribution. Et j'ajouterais peut-être, du coup, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler ce soir, le fait que plus j'avance, plus je me dis quand même que le compromis à prévoir, c'est un compromis productif, salarial et écologique. Parce que c'est vrai que si, là aussi, on sépare ces 3 dimensions les unes des autres, on va bien voir que ça va être compliqué parce qu'on aura toujours les tenants d'un libéralisme un peu sauvage qui disent « ouais, bon, moi je fais de la production, tu ne vas pas m'embêter avec l'écologie ». Les tenants effectivement d'une ligne dure de l'écologie vont dire bon, « on va faire de la décroissance ». Les tenants effectivement de la redistribution sauvage qui est de dire « tu vas redistribuer même si tu n'as pas créé de richesse ». Enfin, vous voyez, donc à un moment donné, je pense que c'est important de réunir tout le monde autour justement d'objectifs nationaux et ensuite dans l'entreprise qui soient très fédérateurs. Et il me semble que si on met ces 3 dimensions maintenant, l'écologie, l'économie et le salariat, je pense qu'on peut arriver à construire un nouveau modèle d'entreprise pas dépourvu d'intérêt, je pense. Merci pour votre observation en tout cas.
actions, des actifs. Et donc, je trouve que l'actionnariat salarié est un peu le parent pauvre, je trouve, des discussions actuelles. On en parle un peu moins, et je voulais avoir votre avis là-dessus, et éventuellement, si dans le projet de loi, le gouvernement, si vous aviez des échos, c'était quelque chose qui allait être mis un peu plus à l'ordre du jour, et peut-être un peu plus développé. J'ai plusieurs niveaux de réponse là-dessus. D'abord, je pense qu'on a tous conscience ici que effectivement l'actionnariat salarié, c'est encore un peu un truc de grande entreprise, c'est-à-dire qu'on a seulement 9% des PME environ qui sont couvertes par ce type de dispositif. L'actionnariat salarié, c'est évidemment très sain parce que quand vous associez le salarié effectivement au capital, bah, évidemment vous l'intéressez effectivement au résultat et aussi indirectement eh bien, vous l'associez mieux à la prise de décision via notamment les représentations dans les conseils d'administration. Donc sur la philosophie même, vous avez raison. Sur l'objectif du coup qui est là aussi d'améliorer la couverture dans les entreprises plus petites, vous avez raison. Pour y arriver, on sait qu'on peut encore simplifier pas mal la donne parce que les exercices, je dirais, d'augmentation de capital réservés aux salariés reste perçu encore par les employeurs comme étant quand même très complexe. La Fédération de l'actionnariat salarié, notamment, porte un certain nombre de propositions que moi j'ai entendues au cours des dernières semaines. Il y a dans notre lettre de mission, pour la première fois, c'est la 4e lettre de mission et je l'avais demandé pour les 3 premières, une référence aussi à l'actionnariat salarié dont on doit assurer une meilleure promotion. Bon, j'attire aussi par souci de pédagogie l'attention sur un risque qu'on n'a pas toujours présent à l'esprit, c'est que l'actionnariat salarié, c'est bien quand ça se passe bien. Et puis si l'entreprise, évidemment, vient à être en difficulté financière, le risque sera aussi porté par les salariés qui perdront non seulement potentiellement leur emploi, mais également les actions qu'ils avaient investies dans l'entreprise. Donc en fait, il faut trouver là aussi le bon équilibre pour développer l'actionnariat salarié sans augmenter trop le niveau de risque pour les salariés. Et je ne suis pas dans les confidences aujourd'hui. Je serais surpris, en effet, dès lors qu'il y a un chapitre partage de la valeur, qu'on ne puisse pas insérer quelques propositions de développement de l'actionnariat salarié. Je suis même quasi certain que ce sera le cas, puisque c'est déjà le cas. Dans l'accord national interprofessionnel, là, il y a aussi des choses, des pistes assez sérieuses qui ont été annoncées par les partenaires sociaux. Alors peut-être juste une dernière question avant la séance de dédicace. Monsieur. Oui, merci François pour ce bel exposé, très intéressant, très documenté. Moi, je voulais faire écho à l'intervention de mon voisin, patron de sa PME et de ses 30 braves. Moi, je suis aussi patron de PME et de mes 150 braves. Mais à une époque, on n'était que 2 ou 3. On était une petite TPE. Et il y a une chose qui n'a pas changé, c'est qu'on a construit dès le début un dispositif de partage de la valeur via l'intéressement, la participation, tout ce qui peut exister. Et ça a été un dispositif à la fois très important, assez abondant et assez sécurisé depuis le premier jour. Donc ça n'a pas changé en 23 ans en fait. Donc tout ce que je veux indiquer, c'est que on peut aussi voir les dispositifs de partage de valeur comme un atout pour l'entreprise. Moi, je peux témoigner d'une très très longue expérience de 23 ans. Et avant ça, en tant que salarié, j'étais dans une autre entreprise pendant 12 ans qui avait aussi le même genre de système. Donc ça fait 35 ans que je connais le dispositif. Donc j'ai un petit peu de recul et de temps d'observation de ce que ça peut apporter, des inconvénients aussi que ces dispositifs peuvent avoir. Mais au final, c'est surtout un atout stratégique pour l'entreprise, fondamentalement. Pourquoi ? Parce que je sais qu'on est dans un métier à tension, et puis il y a plein de métiers à tension où les ressources sont difficiles à trouver, il y a de la chasse de tête, du turnover. Et en fait, fondamentalement, quand il y a ces dispositifs, les gens restent plus longtemps. Donc on fidélise beaucoup mieux les collaborateurs, on perd moins de valeur avec les départs. Vous avez parlé aussi de ce sujet à l'instant. Et puis on recrute mieux. On développe l'attractivité de l'entreprise, sa marque employeur. Donc moi je veux surtout parler de l'intérêt de l'entreprise à le faire. L'intérêt de l'entreprise bien réfléchi, c'est surtout beaucoup plus élevé que les quelques inconvénients qui peuvent exister.
parce qu'il y a aussi des avantages pour les salariés. Donc c'est important de parler des enjeux pour l'entreprise, parce qu'en fait, pour mettre en place des dispositifs de partage de la valeur, c'est souvent le chef d'entreprise qui décide. Donc il faut qu'il pige ce que sont ces avantages. Merci Jacques. Je suis venu visiter ton entreprise il y a quelques années et je suis en effet, j'étais très convaincu par la fidélisation collaborateur que tu avais pu entraîner grâce à ce dispositif, effectivement, que tu as mis en place en 99 de mémoire. On peut commencer, je pense, la séance de dédicace. Ok. Bon, merci à tous, en tout cas, pour votre écoute. Ouais. Merci. Sciences Po.